Bonjour à tous. Donc, la deuxième présentation aujourd'hui va être par Gabriel Gobeil, qui est détenteur d'un baccalauréat de l'UQAM en sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration, météorologie. Il vient de compléter une maîtrise recherche en mathématiques appliquées à Polytechnique Montréal sous la supervision de Jonathan Jalbert et de Philippe Roy à l'IREC. Il vient également là, donc de terminer un stage MITAX en collaboration encore là avec l'IREC, qui va être le sujet de la présentation aujourd'hui. Et Gabriel donc, est présentement associé de recherche à Polytechnique Montréal sous la supervision encore là de Jonathan Jalbert. Donc, Gabriel, je vais te laisser voir si tu peux partager l'écran et commencer ta présentation. Merci. Oui, c'est bon, je vois. Ça marche, super. Merci pour la belle introduction. Donc, bonjour tout le monde, je suis bien content de présenter devant vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de voir les gens d'Ouranos. J'espère vous revoir en personne un jour. Ça s'en vient, j'imagine. On verra. Bon, je suis ici pour présenter justement les travaux réalisés dans le cadre de mes stages MITAX, mais ça s'inscrivait plus précisément dans le cadre de ma maîtrise polytechnique. Donc, je pourrais dire que je présente mes travaux de maîtrise. Donc, celle-ci était réalisée sous la supervision de Jonathan Jalbert et Philippe Roy et elle portait sur le développement d'une méthode de post-traitement adaptée aux valeurs extrêmes pour les précipitations simulées par un modèle climatique. Bon, c'est un peu un long titre, j'en conviens, surtout lorsqu'il est étalé comme ça sur 4 lignes, mais vous allez voir, tout ça va être démystifié bien facilement. Donc, pour se mettre dans le contexte, on entrevoit au Canada qu'avec les changements climatiques, les événements météorologiques extrêmes vont augmenter en intensité et en fréquence. Puis quand on parle d'événements météo extrêmes, on peut penser par exemple à des vagues de chaleur ou à des épisodes de précipitations intenses. Évidemment, ça va avoir plusieurs impacts au Québec sur différents secteurs de l'économie. On peut penser par exemple à l'agriculture, l'énergie ou l'aménagement du territoire. Pour étudier et quantifier les impacts de ces changements, les chercheurs vont utiliser des simulations qui proviennent de modèles climatiques. Donc, j'ai l'exemple ici d'un modèle de global qui souhaite une représentation des différentes interactions Terre, océan, atmosphère pour différents points autour du globe. Il existe également des modèles régionaux de climat qui vont permettre de concentrer en fait, les calculs sur un domaine spatial plus réduit et ainsi résoudre des processus physiques qui ne seraient peut-être pas possibles de résoudre à l'échelle globale. Bon, il faut savoir que ces modèles-là sont pilotés à leurs frontières par justement des simulations qui proviennent de modèles globaux. Et que malgré justement la résolution affinée des modèles régionaux, il y a certains phénomènes de taille inférieure au Miles model, si on veut, qui ne pourront pas être résolus. Voilà. Maintenant, si on compare la distribution d'une variable simulée par un modèle, soit global ou régional, à celle qu'on observerait à une situation météorologique locale et qu'elles sont différentes, on pourrait dire, par exemple, que les simulations sont biaisées par rapport à ces observations. C'est un peu une définition large du biais ici, mais il faut savoir qu'avant de pouvoir utiliser la variable simulée dans les études d'impact, il va souvent falloir corriger ces biais-là avec des méthodes de post-traitement. Généralement, c'est des méthodes qui vont utiliser des relations statistiques entre la variable observée et la variable prédite, dans le but de faire concorder leur distribution statistique. Donc, on va parler de post-traitement statistique. J'ai une petite note ici sur la terminologie, c'est juste pour dire qu'il existe plusieurs façons de désigner la plupart de ces méthodes-là. Puis moi, j'utilise justement le post-traitement statistique au sens large pour éviter cette grande tour de Babel, si on veut. Donc, une des méthodes qui est souvent utilisée, c'est l'ajustement par quantité. Donc, on parle de quantile mapping. Et ce que j'ai ici, par exemple, c'est justement la fonction de répartition pour une variable d'unité quelconque. Donc, si on peut supposer, par exemple, qu'on aurait de la précipitation en millimètres, là, on se rend compte, en fait, que la distribution de référence, par exemple, de la station météorologique locale, diffère fortement, en fait, de ce qui provient de la simulation. On pourrait dire qu'il y a un biais dans la simulation par rapport à ce qui est la distribution de référence. Donc maintenant, pour corriger les valeurs qui proviennent de la simulation, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une projection, on va venir chercher, en fait, le quantile d'ordre équivalent sur la distribution de référence. Donc, si par exemple, ma variable observée, la précipitation, ma variable simulée, je veux dire, me donne une valeur, par exemple, de 50 mm, ici comme ça,
je viendrais chercher le quantile de probabilité équivalente sur ma description de référence et j'obtiendrais ma valeur de correction. Donc, dans ce cas-ci, ça me donnerait à peu près je sais pas, 23 mm, on va dire. Maintenant, je pourrais faire ça pour chacune de mes valeurs simulées, c'est ici, et j'obtiendrai ma série de valeurs à corriger. On peut remarquer déjà en partant ici que la correction n'est pas linéaire. En fond, l'emploi de ma correction change dépendamment de la probabilité du quantile que je considère. La question maintenant est de savoir comment on obtient ces distributions-là en pratique. Donc, première façon de faire pourrait être d'y aller non paramétriquement, donc considérer la fonction de répartition empirique. Ça a certains avantages, donc c'est simple et il n'y a pas besoin de suggérer de forme pour la distribution. Mais ça a également quelques inconvénients. Donc, généralement, la précision de l'estimation va diminuer en plus de distribution et il y a certaines instabilités qui peuvent apparaître aux quantités les plus élevées, notamment en raison de l'échantillonnage. Donc, ça ne sera pas nécessairement adapté à l'étude des valeurs extrêmes. Il existe des façons de faire pour post-traiter de façon paramétrique qui vont utiliser justement des distributions de probabilité théorique. Souvent, pour la précipitation, ce qui est utilisé, c'est des lois gamma. Ça a l'avantage de proposer une continuité dans la correction et ça a moins tendance à lisser les extrêmes. Il y a certains inconvénients également, donc il faut que la distribution théorique qu'on suggère corresponde bien pour qu'on ait de bons résultats. Il y a certains modèles qui ne seront pas adaptés pour en sortir de la gamme des précipitations. On peut donner l'exemple de la loi gamma, qui est une loi à queue légère, donc qui est en théorie pas adaptée aux valeurs extrêmes. Pour faire l'étude des valeurs extrêmes, en fait, il faut passer par la théorie des valeurs extrêmes, qui est la branche de la statistique qui s'intéresse aux valeurs extrêmes. Dans cette théorie, une des deux approches pour faire l'analyse pratique des valeurs, c'est la méthode Peak Over Threshold. Donc, on va fixer un seuil U et on va considérer les excédents au-dessus de ce seuil et ils vont tendre en fait vers une loi de Pareto généralisée, selon le théorème de Pegas. Ça, en fait, ça va être valable pour un seuil U qui est suffisamment élevé. Puis, on remarque que c'est bien important ici de choisir ce seuil parce qu'on va ignorer en fait toutes les données en dessous de ce seuil lors de l'inférence. Donc, le choix du seuil est crucial. Maintenant, si je prends le temps de bien détailler la loi de Pareto généralisée, en fait, c'est une loi, en fait, j'affiche la densité ici, mais c'est une loi qui a deux paramètres. Donc, paramètre sigma qui est un paramètre d'échelle qui va un peu contrôler l'aplatissement, si on veut. C'est ici. Et peut-être le paramètre le plus important dans notre cas, c'est le paramètre ici qui contrôle le taux de décroissance de la queue à droite. Donc, un paramètre de forme. Et en fait, plus xi va être élevé, plus justement notre queue va être lourde et plus on va permettre des valeurs extrêmes. Également, si xi devient négatif, comme ça ici, en fait, on se retrouve à avoir une solution qui est bornée à droite, donc on converge vers un point limite. J'ai l'exemple ici, par exemple, si je fixe, je ne sais pas, xi à 0,5, bon, la limite à droite va être de 2. Évidemment, il y a certaines méthodes de post-traitement statistique qui mettent à profit ces lois spéciales-là pour les valeurs extrêmes. Mais généralement, ça va se faire par mélange de lois, en fait, parce que comme je vous ai dit qu'on ne se souciait pas des valeurs en dessous du seuil, on cherche un moyen de les considérer. Donc souvent, ça va se faire, par exemple, pour la précipitation, on va utiliser une loi gamma pour le cœur et une GPD pour la queue à droite, donc les valeurs au-dessus du quantile d'ordre 0,95. Ça a l'avantage d'être en accord avec la théorie des valeurs extrêmes pour la queue à droite, mais un des inconvénients ici, en fait, c'est qu'on va procéder à une division de la gamme de précipitations en deux, donc les extrêmes et les non-extrêmes. Et cette division-là, elle peut être difficile à faire en pratique. Donc, il faut établir le seuil. Dans ce cas-ci, par exemple, c'était le quantile d'ordre 0,95, mais en fait, trouver ce seuil-là peut être difficile à faire en pratique. Également, pour pouvoir assurer une continuité entre les deux modèles, il faut imposer une certaine contrainte, puis là, on parle de perte de flexibilité du modèle. Voilà. Il y a des avancées récentes dans la théorie des valeurs extrêmes qui proposent des façons d'étendre les modèles de valeurs extrêmes. Comme par exemple, on peut étendre la loi de Pareto généralisée à des seuils plus bas pour pouvoir couvrir une famille plus riche de variables aléatoires. C'est ce que propose Navo et al. 2016. En fait, ils proposent des nouvelles
distribution pour lesquelles la théorie des valeurs extrêmes va s'appliquer à l'ensemble des précipitations strictement positives. Ça a l'avantage d'offrir une transition douce entre le cœur et les queues de distribution. Et contrairement à la plupart des méthodes pour les extrêmes, ici, la sélection du seuil ne sera pas nécessaire. Donc, il repose en fait sur le principe de la transformée inverse. Et ils arrivent avec 4 nouveaux modèles de loi de Pareto généralisée étendue que je vous présente ici. L'important à retenir, en fait, ici, c'est que ces modèles-là, en fait, font l'ajout de paramètres, justement, qui vont pouvoir accroître, si on veut, la flexibilité du modèle. Si je prends le temps de bien détailler, par exemple, le premier modèle ici, en fait, on se rend compte que c'est la GPD à la puissance kappa. Et en fait, ce nouveau paramètre kappa-là va venir contrôler la forme de la queue à gauche. Donc, si je fais varier kappa comme ça ici, ben, on se rend compte en fait que la queue de ma densité ici à gauche change. Et là, par exemple, pour un kappa positif, on va se rendre compte en fait que mon mode se déplace vers la droite. Pareillement, si je mets un kappa justement négatif comme ça ici, bien là, je permets beaucoup plus de petites valeurs comme ça ici. Mais l'intérêt en fait de ce modèle de GP étendu, c'est qu'il partage en fait les propriétés asymptotiques de la loi de Pareto généralisée. Donc, paramètre de forme xi qui va encore contrôler ma queue à droite. Et on peut voir même ici, par exemple, si je m'amuse à aller mettre mon xi à 0.5, en fait, on va voir qu'on va tendre vers le même point limite à droite que notre loi de Pareto généralisée à l'intérieur. Comme c'est ici. Évidemment, on peut se poser la question, wow, c'est cool ces nouvelles lois-là. Là. Est-ce qu'on pourrait les utiliser dans le contexte du post-traitement statistique? En fait, c'est là où je m'en vais. C'est un peu le but du projet présenté aujourd'hui. En fait, c'est de développer une méthode de post-traitement qui serait adaptée à la fois pour le cœur et les queues de distribution, en utilisant justement les lois proposées par Navo et al. Qui permettent justement de modéliser l'ensemble de la distribution des valeurs positives. Voilà. Donc, ça se réalise en 4 objectifs. D'abord, on doit parvenir à modéliser les précipitations observées avec une de ces familles-là. En fait, on teste les 4 et on vérifie lequel pourrait le mieux servir à modéliser la précipitation observée au Québec. Ensuite, on cherche à développer une extension non stationnaire pour pouvoir modéliser les précipitations simulées par un modèle climatique. Finalement, on met en correspondance ces 2 modèles-là pour effectuer la correction. Et bien entendu, à la fin de tout ça, on doit procéder à l'évaluation pour s'assurer que notre méthode fonctionne. Pour ce qui est des données utilisées, on utilise 2 ensembles de données. Donc, d'abord, les observations de précipitation à la station Montréal-Trudeau. Uniquement pour la période de mai à octobre, parce qu'on veut s'assurer de ne pas avoir des précipitations solides. Donc, on considère seulement les précipitations liquides. Également, pour ce qui est des précipitations simulées, on a utilisé les simulations qui provenaient de l'ensemble des simulations climatiques CLIMEX, donc produites à partir du CRCM5. Et pareillement, on utilise seulement les précipitations de mai à octobre. Bon, pour détailler un petit peu plus justement cet ensemble de simulations climatiques-là, en fait, c'est un ensemble qui est composé de 50 membres qui représentent des réalisations équiprobables du climat selon le scénario de RCP 8.5. Donc, on a un scénario de forçage radiatif de 8.5 watts par mètre carré à l'horizon 2100. Donc, on a utilisé les données d'un point de grille qui correspond à la ville de Montréal, donc un seul point de grille qui était proche en fait de la station Montréal-Trudeau. Puis, on a additionné les accumulations horaires pour être certain d'avoir la même fréquence que nos observations, donc pour obtenir des accumulations journalières. Ensuite, ici, on a défini les jours de pluie comme les jours où la précipitation excède 1 mm. Donc, on se débarrasse de ce qui est en bas d'1 mm et on a fait subir une translation vers la gauche pour venir combler l'écart entre 0 et 1 mm. En fait, ici, c'est une façon justement de... En fait, c'est qu'on avait un peu des problèmes lorsque justement là, on avait ce gap-là entre 0 et 1 mm. Donc, on tasse tout et on ajuste notre modèle sur
des valeurs continues strictement positives. Voilà. Donc, première étape ici, c'est de modéliser les précipitations observées. Donc, on cherche à ajuster les 4 familles proposées par Navo sur les précipitations observées, de voir en fait si elles sont aptes à modéliser les précipitations observées et voir justement lesquelles de ces familles-là pourraient être celles qui fonctionnent le mieux. Donc, on procède d'abord à l'ajustement des modèles. Pour ajuster les modèles, on utilise le maximum de vraisemblance censurée. Donc, la censure ici, c'est une façon d'améliorer l'ajustement. Dans le fond, on réduit le poids des précipitations faibles qui sont beaucoup plus fréquentes en dessous d'un certain seuil que les précipitations élevées. Puis là, je dois dire déjà ici que c'est un peu un petit point négatif, là, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les modèles proposés par Navo avaient l'intérêt de ne pas nécessiter de sélection de seuil. Puis là, j'impose un seuil de censure lors de mon inférence par maximum de vraisemblance. Donc, c'est un point négatif, on en est conscient. C'est quelque chose qui va devoir être amélioré dans le futur. Voilà. Maintenant, les 4 modèles ajustés, on doit procéder à la sélection de modèles, donc s'assurer du modèle qui pourrait être le meilleur. Donc, on utilise un critère de sélection. Dans ce cas-ci, c'est le critère de sélection bayésien, qui a l'intérêt d'offrir une pénalisation au fond pour le nombre de paramètres. C'est cool parce qu'on travaille justement avec la vraisemblance qu'on avait calculée tout à l'heure. Ensuite, pour s'assurer que le modèle est apte à bien modéliser, on doit procéder à une validation graphique. Donc, on trace des figures diagnostiques et on s'assure du bon ajustement de notre loi sur nos données. Si les 4 modèles proposés par Navo ont été ajustés par maximum de vraisemblance sur une période de 30 ans, donc allant de 80 à 2009 inclusivement, et on a censuré les valeurs inférieures à 5 mm. Des résultats, on obtient que le modèle 1, celui en fait avec l'addition du paramètre kappa ici, est celui qui est favorisé par le BIC pour modéliser les précipitations observées. Et là, je vous ai listé les paramètres qu'on obtient ici à titre d'exemple. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on remarque sur nos figures diagnostiques que l'ajustement semble très bon. Par exemple, là, ici, j'ai la densité qui est tracée par-dessus l'histogramme des données. Et on voit que ça fait très bien. Et ici également, le diagramme quantile-quantile. En fait, si les quantiles du modèle fitaient exactement aux données, on serait aligné directement sur cette droite-là tracée en rouge pointillé. Et on remarque en fait que nos points la suivent assez bien. On est satisfait que ce modèle peut servir à modéliser les précipitations observées. Voilà. Maintenant, on chercherait à faire la même chose pour les précipitations simulées. Donc, on procède de la même façon, même analyse. Même seuil de censure de 5 mm, on ajuste sur une simulation pour une période de 1980 à 2009. On le fait en fait sur chaque membre de Climex, mais là, je vous présente les résultats pour le membre KDI. Et encore une fois, on obtient que le modèle 1 est le modèle 1 de Navo est celui qui serait favorisé par le BIC pour modéliser les précipitations simulées. Donc, encore une fois, à titre d'exemple, ici, je liste les paramètres. Et on remarque que sur nos figures diagnostiques, encore une fois, l'ajustement semble très adéquat. Maintenant, ça, c'était pour l'ajustement sur une petite période de 30 ans, de 80 à 2009. Maintenant, on aimerait considérer toutes les précipitations qu'on a, en fait, de 1955 à 2099, donc tout l'ensemble de la simulation au complet. Avant de faire ça, on a procédé à une analyse de la stationnarité. Donc, on veut vérifier, en fait, on veut regarder si les paramètres du modèle évoluent dans le temps. Et ce que j'ai d'affiché ici, en fait, c'est des histogrammes des 50 membres de Climex, de l'ajustement de la famille 1 de Navo sur une période de 30 ans. Et en fait, chaque histogramme ici là, est centré sur l'année centrale de cette période de 30 ans. Donc, par exemple, 1970, ce serait l'ajustement pour les 30 ans de données qui vont de 1955 à 1985.
Donc, cette période de 30 ans, cette fenêtre-là, on est centré sur 1970. On a l'histogramme des 50 membres, comme ça ici. Ça nous permet de tracer l'évolution des paramètres dans le temps et on se rend compte que, justement, notre paramètre de Q supérieur xi évolue sur l'ensemble de la période. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est incorporer cette non-stationnarité-là dans notre modèle pour pouvoir modéliser l'ensemble de la série de 1955 à 2099 avec un seul et même modèle. Donc, on a procédé au développement d'une extension non stationnaire et on a choisi d'incorporer cette non-stationnarité par l'ajout d'une variable explicative, qui était dans ce cas-ci la concentration équivalente en CO2 des gaz à effet de serre qui est donnée par le RCP 8.5. Donc, c'est le scénario de forçage radiatif qui a servi à forcer les simulations utilisées. Maintenant, on s'en sert comme variable explicative pour notre modèle non stationnaire et on a testé différentes combinaisons sur les paramètres. Et on se rend compte en fait que le modèle favorisé ici est celui où on a une relation linéaire avec cette variable-là sur le paramètre ici, comme ça ici. Maintenant, en fait, en développant ce modèle non stationnaire, on va obtenir une fonction de répartition différente pour chaque année en fonction justement de la concentration de CO2 annuelle. Mais juste avant, si on regarde justement l'ajustement de ce modèle non stationnaire, en fait, sur le diagramme de quantité résiduelle ici, pardon, on se rend compte qu'il y a un bon ajustement. Donc, on est confiant qu'on parvient bien à capturer cette non-stationnarité-là dans notre modèle non stationnaire. Voilà. Maintenant, on cherche à mettre en correspondance la fonction de répartition du modèle ajusté sur les observations à celle du modèle ajusté sur la simulation. Et comme je vous ai dit, puisqu'on a notre modèle non stationnaire, on a la fonction de répartition qui va changer selon la concentration en CO2, donc d'année en année. Et en fait, on va pouvoir mettre en correspondance directe avec la fonction de répartition lorsqu'on a des années d'observation et ainsi obtenir justement les valeurs post-traitées des quantités de nos précipitations simulées. Donc, si on met un exemple, par exemple, de qu'est-ce qu'on pourrait obtenir, bien, là, par exemple, je trace ma série de maxima annuels post-traités de la façon suivante. On voit ici que je m'arrête à 2013, donc, parce que là, j'ai mis en correspondance mes quantiles pour justement le modèle ajusté sur mes observations. Maintenant, dans le futur, je n'ai pas d'observation auxquelles me référer. Donc, c'est un peu un problème. Qu'est-ce que je peux faire? Sur l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure, je l'ai remplacé justement sur la description de référence, mais là, pour mes simulations pour le futur, en fait, je n'ai pas d'équivalent pour ma référence, parce que ce n'est pas encore observé. Donc, on a choisi d'opter pour une transformation, donc la CDF Transform, qui nous propose une manière d'obtenir cette fonction de répartition-là au moyen d'une fonction de transfert, qui est présentée ici. Donc, ça a été proposé par Michel Angeli et al. 2009 avec des fonctions de répartition empiriques, mais ça a également été fait déjà avec des lois paramétriques GEV par Kalash et al. Donc, on utilise la transformation CDFT ici, et maintenant, on obtient justement une distribution de référence, mais pour les valeurs futures. Puis en fait, ce qu'on peut voir, en fait, c'est comme si la différence entre le passé et le futur dans la simulation est un peu transmis à notre distribution de référence, comme ceci. Ça va nous permettre maintenant d'avoir une distribution de référence à mettre en correspondance qui va changer selon la période considérée. Donc, d'avoir quelque chose auquel se mapper pour les années au-delà de la dernière année d'observation. Voilà. Et ainsi, on peut obtenir la valeur post-traitée des quantiles des précipitations simulées pour toute notre période simulée. Voilà.
Là, vous vous demandez, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça fonctionne? En fait, on a procédé à l'évaluation de la méthode par la validation avec des indices de validation qui visent à valider justement les extrêmes et le cœur de la distribution. Donc, j'ai listé les indices ici. Ça va du coefficient d'asymétrie à des valeurs de niveau de retour. Et on compare ces indices-là calculés sur les observations et ceux calculés justement sur notre simulation, soit corrigée, soit post-traitée ou pas. Donc, on mesure la différence relative de ces indices-là, savoir la simulation avant ou après son post-traitement. Et également, on utilise un skill score en fait, pour vérifier si notre correction présente une amélioration ou pas par rapport à la simulation brute. Donc, le skill score ici, c'est quelque chose qui va s'étendre de moins infini à plus 1. Donc, pour les valeurs supérieures à 0, on est en présence d'amélioration et inférieure à 0, c'est de la dégradation. Donc, une méthode qui n'améliore pas nécessairement par rapport à la simulation brute. Donc, ces indices ont été calculés justement sur les observations, sur la simulation brute et sur la simulation corrigée. Et après ça, on calcule le skill score, savoir si on se rapproche de l'indice calculé sur les observations une fois le post-traitement appliqué ou pas. Et on se rend compte que pour la plupart des indices, on note une amélioration. Sauf par exemple ici, là, pour ces deux indices-là, P90 wet, qui se trouve être la valeur du quantile d'ordre 90 et la valeur du quantile d'ordre 0,98. Mais on se rend compte qu'en pratique, justement, la valeur de l'indice est très proche de celle calculée sur les observations, même avec la simulation corrigée. Le skill score ne note pas d'amélioration, mais c'est peut-être pas si terrible que ça. Maintenant, si on trace justement la différence relative en pourcentage, puis on se rend compte justement que notre simulation corrigée en heures ici, pour ces indices-là, la différence relative par rapport aux observations, en fait, elle est réduite par rapport à la simulation brute. Ça, c'est l'exemple, en fait, pour un seul membre ici, KDI. Voilà. Donc, évidemment, il y a certaines limitations à ce que je vous propose ici aujourd'hui. Bon, le domaine d'application qui est limité aux valeurs qui sont strictement positives. En fait, ça, c'est par le choix des lois qu'on utilise, donc qui s'utilisent sur le domaine des valeurs strictement positives. Et également, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on doit procéder à une censure à gauche des précipitations faibles, donc c'est un point négatif qu'on aimerait pouvoir améliorer dans le futur. Donc, justement, il y a des travaux futurs qu'on pourrait être appelés à faire pour améliorer la méthodologie proposée. Donc, on aimerait pouvoir incorporer l'ajustement de l'ajustement temporel dans notre méthodologie et procéder à une détermination automatique du seuil de censure. Donc, plutôt que d'avoir à censurer, justement, comme je l'ai fait sur, par exemple, 5 mm, ben là, ça serait une détection automatique du seuil de censure. Une façon de pallier à ce problème de la censure à gauche. Également, on aurait pu utiliser justement d'autres choix de variables explicatives pour modéliser la non-stationnarité. Et on va devoir procéder à la comparaison avec d'autres méthodes. D'ailleurs, c'est ce qui est en cours d'approfondissement. Et répéter l'analyse pour différents points de grille, également les travaux en cours. Donc, c'est ce qui m'amène à mon dernier point ici, dans le fond, les travaux en cours. Donc, maintenant, je cherche à évaluer la méthode par rapport à différentes méthodes de correction, donc la méthode empirique, la méthode avec des lois gamma et la méthode avec un mélange de lois gamma et de Pareto généralisé. Je reproduis l'analyse pour 3 villes canadiennes, donc Toronto, Ottawa et Montréal. Puis en fait, ça, c'est des résultats préliminaires, c'est du travail en cours, je vous la présente ici. Donc, par rapport aux deux autres méthodes paramétriques, justement, avec des lois gamma et des lois gamma et le Pareto généralisé. En fait, je vais reprendre ici, là, mais ici, j'ai la valeur des indices de validation pour calculer, en fait, sur d'abord, ici, la première colonne, la simulation brute.
Ensuite, la simulation corrigée par quantal mapping empirique. Ensuite, la simulation corrigée par quantal mapping avec des lois gamma. Celle ensuite corrigée par quantal mapping avec des lois gamma et de Pareto généralisées. Et ensuite, la méthode justement qu'on a développée qui utilise des lois de Pareto généralisées étendues. Et je compare la différence relative pour chacun des indices de validation que je vous ai présentés tout à l'heure. En fait, on se rend compte que, en fait, là, c'est un peu justement le préliminaire, mais on se rend compte en fait que on parvient peut-être à réduire l'écart mesuré sur la simulation brute avec la méthode de post-traitement. Et également, relative bonne performance pour la plupart des indices par rapport aux autres méthodes de post-traitement paramétrique. Mais le gros bémol ici, c'est justement que la méthode empirique est celle qui présente la différence relative la plus faible, donc qui pourrait potentiellement le mieux fonctionner dans ce cas-ci. On pourra en discuter tout à l'heure. J'étais allé un petit peu vite, je pense que je vais avoir le temps d'approfondir un peu plus. Maintenant, si je regarde justement les diagrammes quantile-quantile de la simulation post-traitée par les différentes méthodes, on se rend compte quand même qu'il y a une certaine adéquation avec les valeurs observées après l'application de la méthode ici. Ça, c'était les résultats préliminaires pour Montréal. Je pourrais en fait vous présenter peut-être Toronto et Ottawa plus tard. Mais ce qui est à retenir, en fait, c'est justement, c'est qu'on propose une méthode paramétrique de post-traitement qui est apte à modéliser à la fois les valeurs extrêmes et le cœur de la distribution par l'utilisation des modèles de Navo. Donc, on conclut qu'ils sont aptes à justement modéliser les précipitations observées au Québec et les précipitations simulées par l'ensemble Kleenex. On a fait l'utilisation de ces lois-là dans le contexte du post-traitement et on conclut que la méthode développée est performante. Maintenant, si vous êtes intéressé à utiliser ces lois-là avec Julia, on a développé une librairie. Je vous place le lien ici. Vous pouvez l'installer et ce sera très facile justement d'utiliser les distributions proposées. Donc, voilà ce qui complète. Là, je suis allé vraiment vite, là, je m'excuse. Le stress, mais je vais être prêt à prendre vos questions et en discuter. Il n'y a pas de problème. Ça laisse plus de temps pour les discussions. Ouais, c'est ça, ça va être comme ça. Il y avait eu un commentaire tout à l'heure de Jean Gadouri, mais je pense que ça a été répondu, qui était en fait au niveau de, je pense, la présentation elle-même, là, les outils utilisés que Jonathan trouvait vraiment intéressants. Puis je suis d'accord de pouvoir jouer avec les graphiques en temps réel. Je trouve ça vraiment intéressant, mais ça, je pense que ça a été correctement répondu. En fait, je peux même développer un peu là-dessus, c'est parce que justement, là, je présentais un peu beaucoup comme la théorie puis le développement de la méthode. Je trouvais ça intéressant de pouvoir présenter interactivement les lois de probabilité utilisées. Puis justement, là, cette façon interactive de faire, ça me permet de voir un peu l'effet des différents paramètres. Puis c'était vraiment la raison pourquoi j'ai utilisé cet outil-là aujourd'hui. Puis justement, là, comme Philippe a donné le lien, là, vous pouvez retrouver sur GitHub la façon d'installer plus tôt. Donc, j'invite les gens soit à mettre leur nom dans le chat ou à lever leur main. Je vois déjà Hélène qui a sa main levée. Bonjour, c'est une présentation super intéressante et fort utile. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est pour la prise en compte pour la non-stationnarité. Tu as mentionné le scénario de forçage radiatif, ce qui est en soi une excellente piste. Par contre, là, tu étais dans le contexte de l'ensemble Kleenex où c'est un seul modèle régional qui est piloté par un seul modèle global qui a une certaine sensibilité climatique. Fait que, là, c'est vraiment prometteur comme méthode, mais justement, c'est sur le chemin de la sensibilité climatique parce qu'ultimement, quand tu arrives pour
post-traités, des séries simulées qui viennent de différents modèles. Chacun d'entre eux a sa propre sensibilité climatique, donc il réagit de façon intempestive ou non par rapport au CO2 ingéré. Fait que je me demandais si ça ne pourrait pas être une piste peut-être plus prometteuse là, pour tenir compte de la non-stationnarité. C'est une bonne remarque. C'est sûr qu'ici, en fait, on a procédé comme à la vérification de l'ajustement du modèle sur ces simulations-là en particulier. Donc, le développement de l'extension non-stationnaire a été fait vraiment spécifiquement là, pour ces simulations-là. C'est vrai que par contre, si on voudrait généraliser à d'autres simulations qui proviennent de d'autres modèles, là, je pense qu'il faudrait peut-être refaire le travail de vérification que on est apte à modéliser justement ces séries-là avec des modèles non stationnaires. C'est sûr que là, justement, là, on pose un choix de variable explicative, là, mais idéalement, peut-être que le choix de cette variable-là peut être laissé justement à l'utilisateur. Donc, fasse lui-même ses vérifications, voir si ça fonctionne, puis peut faire varier selon son usage. C'est ultimement, c'est ça, la piste est la bonne là, des gaz à effet de serre, parce que c'est ce qui cause la non-stationnarité. Mais c'est ça, c'était finalement pour le développement de l'approche, c'était finalement d'utiliser Climex, ça permettait d'avoir un cadre un peu idéalisé pour pouvoir progresser. Ça fait que, c'est ça, c'est vraiment intéressant. En faire aussi, notre Climex, c'était dans le fond, les simulations que j'avais sous la main. Là, fait que c'était intéressant, j'en avais 50 pour tester, mais en théorie, comme j'étais dans le développement méthodologique, on pourrait supposer que j'aurais pu l'utiliser comme une seule, puis sans moment. Non, mais c'était la bonne première grosse étape à faire. Là. Oui. C'est bon. Merci. Il y a Alain qui a une question aussi. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, Gabriel, merci. C'était très intéressant. Moi, j'avais deux questions, en fait. La première, c'était ta censure à 5 mm. J'aimerais que tu nous expliques comment tu l'as établi. Est-ce que tu l'as établi en fitant ton modèle puis en ajustant ton point de censure jusqu'à temps que ça marche? Et la deuxième question, je vais te la poser tout de suite. C'est bon. La deuxième question, c'était tu utilises tes données journalières. Or, puis en plus, tu censures à gauche, donc il y a des jours que tu laisses tomber. Or, les données journalières sont fortement corrélées entre elles. Hein? S'il pleut un jour, il peut pleuvoir le lendemain. Il y a une probabilité, il y a une corrélation temporelle. Donc, je comprends que ton approche, tu ne l'intègres pas, cette corrélation-là, mais ça soulève des questions sur l'extension de ton approche sur les durées plus courtes, où là, la corrélation devient, disons, un mot à la mode, endémique. Là. Donc, elle est incontournable. Donc, j'aimerais ça que tu nous livres tes réflexions à ce sujet-là. OK. Au fond, la première question, c'était au niveau du choix du seuil de censure. Nous, en fait, moi, pour choisir le seuil de 5 mm, là, je m'étais basé sur d'autres travaux qui ont utilisé le modèle 1 de NAVO, les travaux de Juliette Blanchet, je pense. Et elle, justement, a fait l'utilisation de ce modèle-là de NAVO, puis elle en conclut qu'elle peut obtenir des bons résultats pour l'ajustement des paramètres par maximum de vraisemblance lorsqu'elle censure à 5 mm. Oui, mais ça, c'est sûrement des données françaises. Données françaises, exactement. Oui, donc ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est 5 mm en France, c'est 5 mm ici. Oui, ça, j'en suis d'accord. On a quand même justement testé différents seuils. Là. Je veux dire, à la base, moi, mon intention, c'était d'avoir pas du tout de seuil de censure. Donc, si je peux tester avec 0, là, mes résultats n'étaient pas nécessairement bons. Après ça, on a augmenté le seuil. Excuse, Gabriel, ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'il y a une masse à 0 dans la distribution de NAVO? Je ne me souviens pas. Non, c'est ça, c'est les valeurs donc strictement possibles. Tu ne peux pas prendre tous les jours. Il faut nécessairement que tu exclues minimalement les jours où il ne pleut pas. C'était ma piste de réponse pour ta deuxième question. Ouais, OK. En fait, c'est qu'on se débarrasse des jours où il n'y a pas de pluie. Mais même à ça, il y a une corrélation.
corrélation, là, on n'en a pas traité. Comment on aurait dû en traiter, là, je ne suis pas certain d'avoir la réponse pour le moment. Mais c'est vrai que, comme vous dites, en fait, là, si on voudrait généraliser cette approche-là pour des horizons temporels plus courts, là, mettons des précipitations rares, ça serait intéressant de l'intégrer. Mais est-ce que tu sais si NAVO, ça a été appliqué à des données sous-journalières, comme Juliette Blanchet, l'as-tu fait? Oui, NAVO, lui, c'était des données horaires. Puis justement, dans son article, là, il ne traite pas de la corrélation entre, entre chaque heure, si on veut. Là. En se partant sur son article, justement, là, j'ai pas eu l'idée d'en traiter. Puis je ne sais pas comment c'est fait dans les travaux de Blanchet. Très bien, je te remercie. On a une question dans le chat de Lambert de Monte qui dit voyez-vous des avenues possibles pour un post-traitement réalisé spatialement? Donc, OK. En fait, c'est une bonne question. En fait, la réponse facile présentement, ce serait j'en vois pas. J'ai pas d'idée pour le moment. Désolé, là, j'ai pas pris de cours, mais non, je ne sais pas si quelqu'un a une suggestion. il y a des mains levées encore. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Pas nécessairement. Est-ce que, dans le fond, je vois Hélène, sa main levée, c'est une nouvelle, hein, je pense. Oui, c'est une nouvelle, c'est pas par rapport à la question spatiale. C'est une nouvelle question. Ouais, ben, je pense que tu peux y aller. Ben, moi, je continue sur la lancée d'Alain à propos du seuil de censure. Ça me fait justement penser à des travaux d'Alain il y a très, très longtemps. Toute la question des wet days, finalement, du seuil de définition, c'est toujours quelque chose en modélisation climatique, là, avec les comparaisons par rapport aux observations. C'est toujours une question qui va, mon Dieu, qui va durer toujours. C'est toujours l'idée de le seuil de détection pour les traces à une station d'observation, il me semble, c'est 0,1 mm, ou en tout cas, il y a toujours un seuil, puis une tuile de modèle, évidemment, il y a toute une spatialité qui va, ça couvre une plus grande superficie. Puis il me semble qu'Alain, il y a bien des années, dans les débuts d'Ouranos, avait établi un genre de relation entre ce seuil de détection-là puis la superficie de la tuile. Fait que je suis après me demander s'il n'y aurait pas une piste de ce côté-là, plutôt que d'utiliser un seuil. Bon, c'est pratique de l'essayer avec un seuil spécifique, mais il y a peut-être une relation à avoir avec la résolution de la tuile de modèle qu'on veut post-traiter, puis à ce moment-là, ça devient un paramètre ajustable. Ouais, c'est une bonne remarque. Là. Je ne sais pas en fait sur quelle avenue développer là-dessus, mais j'en prends note. J'imagine que c'était plus un commentaire qu'une question, en fait. Hein? Ouais. Parce que je ne suis pas très familier avec les travaux dont tu cites, justement. Là. Je ne sais pas si la réponse de Jonathan dans le chat est en lien avec ça. Non, elle est en lien avec, en fait, le commentaire précédent là, sur la spécialité. Okay. C'est sûr que justement, la correction spatiale, là, ça serait intéressant. Là, je n'ai pas vraiment d'idée pour le moment, mais ça serait intéressant justement à trouver une façon d'appliquer. Si c'est répondu, il y a Biliana qui a sa main levée aussi. Oui, merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'ai remarqué que dans l'analyse de non-stationnarité, ton paramètre sigma
est resté constant, donc tu ne le varies pas avec le temps. Puis je me demandais, est-ce que tu as analysé, dans Climex, j'imagine que ça augmente la variabilité avec le temps. Pourquoi tu as décidé de le laisser constant avec le temps? J'ai fait la même analyse pour les 3 paramètres. Puis vraiment, c'était le XI qui était celui qui variait le plus, ou en tout cas, dont l'effet de la variation était la plus importante sur le modèle, si on veut. Par contre, j'ai testé, quand j'ai développé le modèle stationnaire, 8 façons différentes d'incorporer la non-stationnarité sur différents paramètres, dont justement le paramètre sigma. Par exemple, mettons juste sur xi, juste sur sigma, juste sur sigma xi, etc. Puis, ce que j'obtenais en fait, c'est que pour l'ensemble de mes 50 membres, le modèle qui était favorisé généralement, c'était celui où la non-stationnarité était seulement sur le paramètre sigma. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on n'en tient pas compte sur xi ni kappa, justement. Ok, merci. Puis peut-être une autre question, plus commentaire que question, parce que je vois que pour les extrêmes les plus grandes, le post-traitement, ça ne va pas bien. Donc, est-ce que c'est mieux de le laisser comme ils sont que de l'amener vers les observations, qu'on sait bien qu'ils sous-estiment les extrêmes? C'est une bonne question. En fait, c'est un peu l'intérêt justement d'avoir un modèle qui est en accord avec la théorie des valeurs extrêmes, mais qui permet aussi de modéliser l'entièreté de la gamme des précipitations. Je ne sais pas exactement si c'est moins bon pour les extrêmes. C'est sûr que quand je regarde justement les indices que j'obtiens, on voit que ce n'est pas peut-être moins bon que pour d'autres parties de la distribution. Mais par contre, comparé à la simulation brute, il y a quand même... on se rapproche quand même plus des observations pour les indices calculés avec, sur la simulation qui est corrigée avec cette méthode-là. Je pense que c'est justement, ça peut être intéressant quand même. Je ne serais pas prêt à laisser tomber justement là, les extrêmes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas en fait si c'était ça la question. Parfait, c'est une question difficile, merci. Moi, j'avais aussi comme question-commentaire sur ce que tu avais montré à la toute fin en comparaison avec le quantum mapping aussi. Je ne sais pas si tu peux y aller. Oui, je m'y rends. En fait, là, Parce que ce que je me disais qui pouvait je vais revenir sur Montréal, mais je... Oui, c'est ici. Là, ce que je me disais qui était peut-être une explication, c'est que le RCM brut, dans le fond, là, je pense, en bas à gauche, il est déjà pas si pire. C'est une bonne remarque. Quand on applique le quantum mapping, c'est peut-être pour ça que ça marche bien, parce que typiquement, moi, de ce que j'avais vu, il y a quand même des gros problèmes du quantum mapping, surtout pour les extrêmes très élevés, qui n'ont pas non plus à être l'impression d'être le cas ici. Là. Fait que c'est peut-être justement un point de grille où là, le quantum mapping fonctionne bien, mais presque par hasard plus qu'autre chose. C'est une bonne remarque, puis tu as raison. Dans le fond, là, ici, pour Montréal, là, genre la simulation brute du RCM là, est quand même très, très proche de l'observation. Si je me rends, par exemple, à Toronto, ici, il y a quand même déjà une plus grosse différence. Mais l'autre affaire qui explique pourquoi le quantum mapping empirique ici fonctionne mieux que les autres méthodes paramétriques, c'est que c'est un peu comment je peux dire ça, là, pas attendu, c'est juste que là, dans le fond, pour la correction, c'est la distribution empirique qui a été utilisée. Donc, on remplace un peu les valeurs de la simulation par les valeurs observées. Puis là, maintenant, sur mon diagramme quantile-quantile, ce que je trace, en fait, c'est ça ici. C'est un peu peut-être comment je pourrais dire, peut-être pas un artefact, là, mais je ne suis comme pas certain absolument que ma comparaison ici est la meilleure. Ce serait un peu à revoir. C'est pour ça que tantôt, je mentionnais que c'était des résultats un peu préliminaires. C'est que
on tend à justement à rendre cette comparaison-là plus meilleure, si on veut. Je ne suis pas tout à fait certain là, que c'est la meilleure façon de comparer. Peut-être que l'intérêt de la comparaison ici serait plus avec les autres méthodes paramétriques. Parce que justement, là, quand je reviens avec les indices calculés, encore une fois, c'est des indices calculés sur les observations, puis c'est sur les observations qui ont servi justement à remplacer lors du contour mapping empirique. Puis là, on remarque en fait que la différence relative des indices de validation est presque nulle ici. C'est un peu comme un peu du overfitting, on pourrait dire. C'est peut-être dans les paramètres aussi utilisés pour le quantum mapping, là. Le nombre de quantiles, les bins, ce genre de choses-là. Ouais, dans ce cas-ci, je pense que c'est peut-être le lien direct, là. Je vois Diana qui a encore sa main, mais je ne sais pas si c'est encore la même que tu Non, non, j'ai oublié. Merci. OK, c'est bon. Sinon, comme je ne vois pas d'autres questions, moi j'en aurais une autre qui est plus au niveau, en fond, je n'ai pas le bon mot français, là, fait que je vais le dire en anglais, je m'excuse, mais le scalability de la méthode, en fond, dans le sens de sa lourdeur de calcul, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être un frein, par exemple, à l'appliquer sur quelques milliers de pixels pour le Québec? Une bonne question. Moi, mon premier frein, si on veut, ça a été que je voulais me comparer à des observations directes. Puis là, comme je me suis un peu vite rendu compte qu'au Québec, l'observation de station peut mieux faire, on va dire. Puis je ne voulais pas y aller pour des observations mises sur gré, là, avec des analyses et tout. Parce que je voulais justement avoir l'échelle de la station. Donc, ça a été le premier frein. Maintenant, il faut savoir que le post-traitement par cette méthode-là, comme est instantané, je veux dire, sur ma machine personnelle, je n'avais pas de problème computationnel pour un seul point de grille. Maintenant, si j'étends ça à plusieurs points de grille, je ne sais pas ce serait quoi, comme tu dis, la performance, là, si ça serait trop lourd à faire et tout. Ce serait à vérifier. Je vois, c'est peut-être les deux points que je vois pour le moment, là. Puis justement, ça implique de peut-être refaire l'analyse sur des données sur grille, voir qu'est-ce que ça donnerait observation sur grille, je sais. Je vais laisser un peu de temps, ça, il n'y a toujours pas de questions. Attends, je vois. Alors, en fait, il y en a une de Philippe Roy dans le chat qui dit « Pour comparer les méthodes de post-traitement, il serait pertinent de le faire avec une approche par validation croisée pour s'assurer qu'il y a une bonne généralisation des méthodes et ne pas avoir de work. » Je suis entièrement d'accord avec Philippe sur ce point, là. Bon, c'est bon. Toujours pas d'autres questions, donc je vais y aller aussi avec une autre. En fait, je pense que quand on s'était parlé tous les deux, tu avais mentionné qu'il y avait un article scientifique en préparation sur la méthode. Je ne sais pas si... enfin, c'était un peu de quand est-ce que tu penses pouvoir soumettre cette méthode? Merci d'aborder ce point. J'ai un peu oublié, en fait. C'est ça, en fait, mon intention originale, c'était d'avoir réussi à soumettre l'article avant ma présentation ici. Là, malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Donc, idéalement, très bientôt. Mais là, c'est ça. Là, je suis confronté à ma propre lenteur rédactionnelle, on va dire. Bon. Je connais bien ce problème. Généralisé. C'est bon. Ben donc, oui, Hélène. Je pense que c'est plus un commentaire d'Hélène qui dit que les données sur grille ne sont peut-être pas idéales pour étudier les extrêmes en raison des techniques d'interpolation. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, moi, je répondrais qu'on est souvent pris à devoir utiliser des données sur grille aussi pour nos scénarios. Donc, ça pourrait quand même être exploré, je pense.
Mais donc, comme je ne vois pas de questions, il est 11h55. Je pense qu'on peut mettre fin au séminaire. Merci, grand merci. C'était très intéressant, la présentation. Merci. Donc, c'est ça pour ceux qui sont intéressés, soit contacter Gabriel ou Jonathan là, pour peut-être avoir plus de détails si jamais vous voulez. Donc, merci à tous et bon dîner.